Écoutez, soyez les bienvenus. Un conseil communautaire en janvier, je crois que j'en ai jamais vu depuis que je suis élu communautaire. C'était toujours un temps et un mois tranquille, étant donné que nous étions appelés à plusieurs manifestations de vœux à droite et à gauche. Donc du coup, je vais en profiter pour faire la cérémonie des vœux en même temps. Hein, ça va prendre que 3 quarts d'heure de préambule. D'abord, effectivement, je tenais à vous présenter à toutes et à tous mes vœux, mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Vœux de santé avant tout, je crois que c'est important, et si les rangs sont un peu clairsemés, je sais qu'on a certains de nos collègues qui sont atteints du Covid, et je leur souhaite un prompt rétablissement. C'est un conseil un peu particulier, parce que ce conseil va nous permettre de mettre en place 3 nouveaux arrivés d'une manière officielle. Alors, que ce soit les maires de Cons ou de Haute-Cons, ou que ce soit M. Dorchy, soyez tous les 3 les bienvenus au sein de ce conseil communautaire. Donc, M. Dorchy, vous avez fait le choix du bonjour. Vous avez vu, et on peut remercier nos nouveaux collègues de leur délicate attention et de nous faire goûter du vin de Cons. Vous trouverez également sur votre table une petite boîte qui devrait faire patienter au moins ceux qui sont en route depuis ce matin, ainsi que le livre sur les sobriquets du pays des 3 frontières, qui vous a été offert à chacune et à chacun. Et vous avez également quelques masques. Nous en avions encore beaucoup en stock au niveau de la communauté de communes. La date de fin d'usage, normalement, de ces masques approchant, j'ai souhaité qu'ils soient distribués dès à présent, au moins à chacun d'entre vous, et ça devrait vous permettre de pouvoir tenir jusqu'à la levée, je l'espère, rapide des restrictions. J'espère que nos cérémonies des vœux n'ont pas été interdites par le gouvernement parce qu'il avait peur qu'on allait dire du mal d'eux. Parce que c'était quand même des fois un peu bizarre, à savoir que dans 10 jours, on ouvre les discothèques et on ouvre de nouveau tout. Il y a des choses que nous avons du mal à comprendre, mais que nos habitants ont aussi du mal à comprendre. À des périodes où des pics de gens testés positivement sont en train de flamber, même si tout doucement, peut-être, et je l'espère, ça va s'arrêter. On va tout rouvrir. J'espère que c'est vraiment qu'il y a des vraies raisons médicales là-dessus et une vraie compréhension médicale. Et j'espère que ce n'est pas simplement un timing électoral qui motive ce type de décision. 2022, je vais dire, commence bien. Commence bien parce que je crois que l'annonce qui a été faite il y a maintenant 24 heures de la gratuité des transports à partir du P+R de Roussy, c'est une vraie belle avancée. Vraie belle avancée d'un dossier qui a démarré en 2015. En 2015, nous étions rencontrés le président François Bauche grâce
relationnel que nous avons avec nos élus locaux de l'autre côté de la frontière, à travers l'association Encom qu'on avait créée. C'est une belle avancée parce que à la fois Roland, les membres de la commission, les services de la CCE ont travaillé sur ce dossier. Belle avancée parce que je crois que la rencontre du consul et de l'ambassadrice a également étayé et accompagné notre demande. Il faut savoir que cette demande, à la base, n'est pas simple pour le Luxembourg. Le Luxembourg est entouré de beaucoup de régions, de beaucoup de pays qui peuvent se situer dans une bordure de 5 km. Je crois que c'est tout ce travail que nous avons fait en amont qui aujourd'hui récompense à la fois bien entendu l'investissement des uns et des autres, et qui, je l'espère, va être un vrai plus pour nos habitants, pour les gens qui se rendaient jusqu'à Frésanges aujourd'hui, donc la traversée de Évranges. J'espère que cette décision va faciliter la traversée de Évranges. Ça va faciliter la vie peut-être, et je l'espère, de Frisanges. Il faut savoir que le P+R de Frisanges en est déjà à sa 2e, voire 3e, et une 4e extension était même envisagée. Mais pour que cette expérimentation, parce que les mots, l'État luxembourgeois les a pesés, c'est une expérimentation dans un premier temps de 6 mois. Pour que cette expérimentation se conclue et soit suivie d'une réflexion plus large sur le territoire, il faut que nous encouragions nos habitants, mais aussi tous ceux qui jusqu'à présent traversaient tout le territoire pour aller jusqu'à présent, de s'arrêter dorénavant à ce P+R de Roussy-Village. Si nous n'arrivons pas à faire changer les mentalités, ça va être compliqué d'arriver à pérenniser ce type de travail et d'aboutissement. Parce que derrière, il y a l'enjeu du même type d'infrastructure à quelques kilomètres du côté de Mondor. Parce qu'il y a l'enjeu de la crédibilité par rapport à l'État luxembourgeois et de pouvoir travailler sur d'autres pistes. Je sais que, et j'ai vu sur Facebook certaines réactions, je sais que certains habitants des villages entre Cattenom et la frontière qui voient passer un certain nombre de bus tous les jours et qui ne sont pas très remplis, souhaiteraient que ces bus puissent demain s'arrêter. Et il faut leur dire, et en tous les cas, moi c'est ce que je leur répondrai sur les réseaux sociaux, que ce qui vient de se passer à Roussy, c'est une première pierre. Qu'aujourd'hui, il faut stabiliser et bien fixer cette première pierre, et que dès que cette première pierre est fixée, à nous d'en rajouter le restant pour faire un ensemble de services à disposition de nos habitants. Voilà, c'est quelque chose, je le traduis peut-être pas, mais je sais qu'avec Roland, avec les services, avec tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier, c'est une vraie joie que d'avoir cette première avancée dans les relations avec le Luxembourg. Et je ne peux que encourager les vice-présidents à faire en sorte que Encom se réactive. Nous avons besoin, dans d'autres politiques que la mobilité, et je pense notamment au tourisme et à d'autres politiques de ce type-là, nous avons besoin demain de coopérer plus avec les Luxembourgeois.
Je pense, et ce n'est pas à faire de l'ombre à qui que ce soit, que le bassin de vie de nos habitants est sûrement plus tourné vers le Luxembourg que vers la première et la deuxième ville de Moselle. Voilà. À nous maintenant de poursuivre dans cette démarche, d'avancer rapidement avec notre partenaire important qu'est le département sur la réflexion sur les voies dédiées au bus. Parce que ça aussi, ça va donner de l'aisance. On sait très bien que tous ceux qui empruntent les transports en commun, ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps. Donc la seule manière, au passage de frontières, pour gagner du temps, c'est que les bus ne soient pas pris dans les embouteillages et puissent avancer sur une voie qui leur est complètement dédiée. Une année 2022 qui va voir arriver un ensemble de projets et après avoir partagé avec les vice-présidents, avec les services, dans la culture, dans le sport, les politiques vont se poursuivre. On devrait pouvoir affirmer le label qu'on a eu concernant les JO et Paris, terre de jeu. Voilà, et donc un ensemble d'animations et d'événementiels en lien avec les Jeux Olympiques devrait être proposé rapidement. Et d'après ce que j'ai vu, ces événementiels, ces moments-là, seront un peu dispatchés sur l'ensemble du territoire. Et je crois que la première action qui va être ciblée, qui va être accessible à toutes et à tous, va concerner à la fois la marche et tout ce qui est en lien avec le sport, et notamment la nutrition, et que, à l'occasion de cette première manifestation, nous aurons la chance et le plaisir de découvrir le beau vignoble de Conslevin, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, David. Voilà. Donc, je peux que vous encourager à venir très nombreux à cette première manifestation qui devrait avoir lieu aux environs du mois de mars. Les rendez-vous culturels, pour certains, sont déjà planifiés. Donc ça, c'est en route aussi, je dirais. Et on voit maintenant les gens de l'OSD venir régulièrement au contact de nos musiciens pour clôturer une première année de travail vers le mois de juin, et qui se traduira à la fois par deux grands concerts, un avec ses élèves musiciens et un avec l'orchestre. On travaille et on doit continuer à avancer dans tout ce qui est notre politique touristique. Je crois que c'est important, et le lien avec le Luxembourg doit continuer d'être fait. Il ne faut pas qu'on oublie la petite enfance, même si maintenant les communes, à travers le fait que la CCE a transféré quasiment la totalité des moyens vers les communes, s'arrête. Il faut que la communauté de communes reste toujours attentive, bien sûr, à ce qui se passe, et pas seulement dans les crèches. Il faut qu'on poursuive sur les problématiques sociales. La fracture sociale est et sera sûrement de plus en plus importante pour ceux qui auront eu des carrières en dents de scie, ou des carrières qui n'auront pas toujours été au Luxembourg, et autres. Donc c'est important de rester à l'écoute de ces habitants-là. Je souhaite aussi, et je l'ai déjà dit au vice-président, je vous l'ai déjà dit, il faut qu'on trouve des points d'ancrage pour apprendre à nos jeunes à lire. Et quand je dis lire, c'est avoir un esprit critique de l'information. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux ou quoi,
on pourrait faire croire à n'importe qui, n'importe quoi. Et je crois qu'il est important qu'on développe ce sens critique auprès de nos jeunes, de nos enfants. Et ça, je veux que dans toutes les commissions qui peuvent avoir un lien avec l'approche de la lecture, eh bien, il faut qu'on y travaille. En tous les cas, moi, je vais aller au contact, et je vais prendre contact avec les principaux des collèges, et je vais demander à aller au contact des jeunes. Pas seulement pour ça, mais aussi, dans le cadre de la réflexion, demain, on va lancer, avec les vice-présidents, la première réflexion. Alors non, c'est pas une réflexion. On va rencontrer le bureau d'études qui va avoir en charge le projet de territoire. Ensuite, nous, on va juste les rencontrer pour avoir déjà un premier avis. Ensuite, les travaux vont se faire avec chacune et chacun d'entre vous. Mais là aussi, j'irai rencontrer les jeunes. Pourquoi? Parce que les politiques qu'on va écrire maintenant, c'est celles que eux vont devoir vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et je veux être sûr que notre approche correspond aussi aux attentes de ces jeunes ados de 15 ans, de 16 ans. Et donc, j'irai également les rencontrer, et j'espère que ce partenariat pourra se faire avec les principaux de collège. Alors, si cette séance est principalement dédiée à l'installation des conseillers communautaires de Cons, de Haute-Cons, de Cons-les-Bains, ainsi que du conseiller communautaire de Cattenom, nous allons évoquer différents points. Et je voulais également vous informer que j'ai envoyé un courrier à la gendarmerie, étant donné qu'ils nous demandaient, dans le cadre du projet global, d'acter le fait de l'arrivée de la PMO. Je vous rappelle également que le centre de vaccination va s'arrêter le 28 janvier. Aujourd'hui, notre territoire a fait sa quote-part de travail dans ce domaine-là, et je pense que personne pourra nous dire le contraire. Je suis sûr qu'avec les efforts qui ont été déployés à la fois par la commune d'Étanges, à la fois par le personnel de la communauté de communes de Cattenom, et à la fois par les communes qui sont venues renforcer les gens sur le site que Marie-Marthe a administré une fois de plus d'une main de maître. Aujourd'hui, je suis sûr que tous ceux de notre territoire qui voulaient être vaccinés ont pu être vaccinés. Donc, on n'a plus de raison à perdurer dans le temps. Je préfère que les troupes se reposent un peu. On ne sait pas, là on en est à 3 doses. Peut-être une 4e devrait arriver, je n'en sais rien. Après, avec 4 doses, est-ce que c'est toujours un vaccin ou un traitement? Ça, c'est une autre question et c'est pas moi qui vais y répondre. Mais voilà, si jamais avant l'été, il faudrait remettre un coup de collier pour satisfaire les attentes de nos habitants, nous pourrions le faire. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps à la fois d'arrêter, de laisser les troupes se reposer, de laisser aussi les troupes travailler, parce que tout le temps qu'ils ont passé là-bas, il y a des dossiers qui n'ont pas pu avancer comme ils auraient dû. Et donc le centre arrêtera le 28 janvier. Nous avons également envoyé des projets de convention à la mutualisation des services informatiques de l'ACC. Je vais revenir juste 2 secondes sur ce point. Aujourd'hui, certaines communes ont délibéré. D'autres ne l'ont pas fait.
ce projet de convention n'est pas sorti de la tête de je ne sais pas qui. Il est sorti d'une réflexion des réunions des maires. Alors peut-être que ça pose encore des questions. Mais aujourd'hui, par rapport à ceux qui l'ont entériné, à qui il va falloir commencer à facturer, vu que quelque part, la convention est signée et elle rentre en application. Donc moi, je ne peux que vous encourager, à le valider comme ça. Ça ne veut pas dire que la discussion, elle est rompue. Ça veut dire que, ok, on a élaboré ensemble un projet de conventionnement, il n'y a rien qui va empêcher qu'on remette l'ouvrage sur l'établi et qu'on y retravaille. Mais par rapport aux communes qui, elles, l'ont déjà voté, il ne peut pas y avoir deux comportements. Donc, à partir du 1er mars, ceux qui ne l'auront pas voté, les services informatiques ne se déplaceront plus dans les communes-là. Sinon, il n'y aura plus d'égalité et d'équité entre les communes. Je ne vois pas pourquoi le service informatique va dans la commune X. À la commune X, on facture 10 € de déplacement et tant de l'heure, parce qu'ils ont voté la convention, et qu'ils continueraient à aller dans d'autres communes à qui rien ne serait facturé, parce qu'ils n'ont pas voté la convention. Ça serait un peu, excusez-moi du terme, trop simple et trop facile. Donc voilà, comme je considère, de un, que c'est quand même l'émanation d'une réflexion commune des maires sur cette convention, s'il vous plaît, votez-la, on en rediscute quand vous voulez, on revoit ce que vous avez envie de revoir, mais sachez qu'à partir du 1er mars, la consigne sera donnée aux services informatiques de ne plus se déplacer dans les communes qui ne l'auront pas voté, et ça uniquement par souci d'équité. Au niveau du projet de convention de mutualisation de l'achat groupé, pardon. Là aussi, je peux que vous encourager à adhérer à ce groupement de commandes. Alors, il est vrai que une des premières missions de ce groupement de commandes était d'acheter des capteurs de CO2 pour les communes qui en auraient souhaité. Il s'avère qu'aujourd'hui, quand on fait le point sur le sujet, tellement de communes en ont déjà acheté qu'il n'y aurait quasiment pas de bénéfice pour ceux qui viendraient encore en commander via le groupement de commandes. Donc, je crois, et vous avez eu un mail dans ce sens, pour l'instant, sur l'histoire des capteurs de CO2, si certains en veulent encore, je peux que vous encourager à le faire de votre côté. Par contre, ce groupement de commandes sur un ensemble de choses qui ont déjà été identifiées, qui sont utilisées par chacun et chacune d'entre nous dans nos communes, le contrôle des cloches dans les églises, l'achat de papier, etc. Enfin, on a plein de choses en commun. Ce groupement de commandes doit fonctionner et devra fonctionner. Aujourd'hui, on est tous à la recherche d'économie. C'est vraiment une bonne porte d'entrée. Mais pour ça, il faut que les communes adhèrent au groupement de commandes. Voilà, avant de conclure avec ce préambule, je voulais rendre hommage à un Gérard Alaster, qui est décédé en début janvier, qui, à l'âge de 85 ans, il a été conseiller municipal de 71 à 83, puis maire de Bayronne-les-Sierques et Gandrun de 83 à 2001, et il a également exercé la fonction de conseiller communautaire de 1986 à 2001. Voilà, donc j'ai également une pensée pour lui ce soir. J'espère que tous nos anciens sont fiers des chemins et de l'évolution que prennent cet EPCI qui leur a été si cher. Il me faut m'assurer que le quorum est bien atteint
et on ne peut que le constater. Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Madame Déborah, acceptez-vous? Je vous remercie. Et au niveau des procurations, j'en ai un certain nombre. J'ai M. Cocuit qui a donné procuration à M. Schmitt-Michel. M. Erga qui a donné procuration à Mme Marie-Marthe Dutta-Gupta. M. Bord qui a donné procuration à Mme Déborah Langmar. M. Gameau Joseph qui a donné procuration à M. Bauer Joseph. Et M. Benoît Steinmetz qui a donné procuration à M. Joël Himer. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont connaissance d'autres procurations? Non? Ok, donc on considère que ce conseil communautaire est ouvert. Avant de laisser la parole, j'ai votre nom d'inscrit quelque part. Lehal, Monsieur Lehal Bernard. Avant de vous laisser la parole, nous allons installer officiellement Monsieur Yves Licht, Madame Marie-Josée Thiel et Monsieur Bernard Dorchy en qualité de conseiller communautaire. Pas de remarques, pas d'opposition. Eh bien, Madame, Messieurs, soyez les bienvenus. Monsieur Lehal, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, pour cette invitation. Donc, bonjour à tous, mesdames et messieurs les membres du Conseil communautaire. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Bernard Lehal, je suis conciliateur de justice. Je travaille auprès de la Cour d'appel de Metz et du tribunal de Thionville. Et j'interviens donc principalement dans le secteur qui vous intéresse, puisque j'assure une permanence à la mairie de Cap-Dôme, également dans les locaux de France Service à Entrange. Donc j'avais sollicité le vice-président pour une présentation de façon à ce que tout le monde puisse m'identifier et puisse connaître un petit peu les façons dont on peut saisir un conciliateur de justice. Donc je précise qu'on est deux sur ce secteur, puisque vous connaissez certainement mieux que moi Marc Châtel, qui est conciliateur depuis une dizaine d'années et qui, lui, assure la permanence à Volmerange-les-Mines. Donc, je vais vous présenter, essayer de faire assez rapidement le tour de la question de la conciliation de justice avec un diaporama. Alors, je me rends compte que, étant un ancien professeur et pédagogue, que certains vont avoir des difficultés à voir ce qui est projeté, mais je donnerai ce diaporama à Mme Podraza de façon à ce que elle vous le communique. Voilà, donc je vous remercie d'avance pour votre attention. Donc je commence par la conciliation de justice. Donc cette conciliation de justice, on entend beaucoup parler, vous avez des articles dans les journaux, vous avez également des émissions télévisées qui nous sollicitent. Alors personnellement, j'ai plutôt tendance à les refuser parce que un peu ces émissions recherchent un peu à montrer le sensationnel, c'est-à-dire des faux conflits où il se passe des choses où on en vient presque aux mains. Heureusement, ce n'est pas de notre quotidien. Donc je vais vous présenter ça rapidement. Ça va passer. Voilà, si, ça va. Voilà. Donc je parlais de la conciliation de justice. Je vous parlerai aussi du conciliateur, rapidement, comment se passe une conciliation. Ensuite, je prendrai une deuxième casquette, puisque je suis également président des conciliateurs de justice pour le département de la Moselle.
Donc nous avons une association, ça, je vous dirai un petit peu, vous en dirai quelques mots après, et avec un petit bilan pour vous rendre un peu compte de ce que ça représente la conciliation de justice aujourd'hui. Donc c'est un mode alternatif de règlement de différends. Alors on parle de MAR, M-A-R-D. On n'est pas les seuls à pouvoir faire de la conciliation de justice. Il y a les avocats et les médiateurs. J'en dirai un mot tout à l'heure sur les médiateurs. Mais les conciliateurs de justice sont des bénévoles. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des amateurs. On verra un peu comment ils sont recrutés. Mais bon, pour vos administrés, pour vos habitants, la conciliation de justice, un préalable avant de déposer une greffe, c'est une opération qui est entièrement gratuite. Il n'y a aucun coût tant qu'on est en conciliation. Donc c'est quand même assez intéressant pour eux. Donc quels sont les principales domaines de compétences? Donc c'est tout ce qui est le civil, hein, tout ce qui représente le civil. Donc vous, en tant qu'officier également de police judiciaire, vous connaissez aussi bien que moi le code civil, hein, avec tout ce qui relève de conflits entre les particuliers, et puis les particuliers et, on va dire, les entreprises d'une manière générale. On peut être saisi par un particulier, mais on peut être aussi délégué par un juge, soit par le tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire de Thionville, mais aussi le tribunal de commerce, le tribunal des baux ruraux, et même certains conflits prud'homaux. Donc vous voyez qu'on ne manque pas de sujet d'intervention. Notre compétence, c'est limitée au niveau du territoire, du ressort du tribunal judiciaire. Donc certains collègues sont sur plusieurs tribunaux, moi j'interviens sur le tribunal judiciaire de Thionville. Donc si je suis sollicité par une commune qui est au-delà, par exemple, qui est sur le territoire judiciaire de Metz, je ne peux pas intervenir. Donc ce qu'on ne peut pas faire, on nous sollicite parfois aussi pour ce genre de choses, c'est des conflits avec les administrations. Donc quelqu'un qui est en conflit avec la mairie, je ne peux pas intervenir. De même que des conflits avec tout ce qui est conflits familiaux, je suis sollicité de plus en plus pour les cas de divorce, après divorce, les cas de pension alimentaire, etc. Donc ça, je renvoie au juge des affaires familiales. Et puis tout ce qui relève du pénal. Alors souvent, ça démarre par le civil. Et puis les conflits dégénèrent parfois en injures, en insultes, voire en coups. Donc là, on est sur le pénal et je renvoie les gens vers la gendarmerie ou l'école de police pour aller déposer plainte ou main courante. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un conciliateur de justice? C'est un bénévole. Alors, je vous situe un peu, l'âge moyen, c'est 68 ans, 70 ans. Parce que c'est une mission qui paraît peut-être anecdotique, mais en réalité, elle prend beaucoup de temps, donc c'est la plupart du temps des retraités qui vont se porter volontaires pour devenir conciliateurs de justice. On en a quelques-uns qui travaillent encore, mais ils ont beaucoup de mal à assumer les deux. Voilà, donc assermenté, donc on est neutre, on essaie de le faire comprendre, même si quand on reçoit quelqu'un, on a tendance à avoir un peu d'empathie pour son cas, parce qu'il va nous expliquer que c'est lui qui a toute la misère du monde et que son voisin est un méchant qui est abominable. Enfin, quand on a reçu le voisin, on comprend que les choses ne sont pas aussi évidentes. Donc on est neutre. On est neutre, c'est très important. Donc on a un droit de réserve. Tout ce qui se passe en conciliation ne doit pas être divulgué. Donc on n'est pas juge, on n'est pas avocat, on n'est pas expert judiciaire, ni conseiller juridique. Beaucoup viennent pour avoir des conseils. Donc on ne peut pas les renvoyer comme ça, on leur donne entre guillemets des informations. Si on donne des conseils, on commence déjà à prendre parti pour l'un ou pour l'autre.
Donc sur la France, au territoire national, plus de 2600 conciliateurs de justice. Donc le candidat, si jamais parmi vous, vous avez des gens qui ont une appétence pour une activité post ou au début de retraite, donc il faut déposer un dossier, une candidature. On doit avoir une formation juridique. Alors, dans les textes, c'est dit 3 années de formation juridique, d'avoir un exercice juridique dans son cursus. Donc, je vous donne mon exemple personnel. J'étais inspecteur d'éducation nationale et donc j'ai travaillé comme au rectorat de Nancy-Metz pendant 34 ans. Et donc, je travaillais pour le tribunal administratif, donc je n'avais pas une expérience directe dans le domaine du civil. Par contre, je connaissais quand même les rouages des tribunaux, et ensuite j'ai pu être retenu pour cette fonction. Donc bien sûr, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il ne faut pas être élu, donc si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas cumuler les deux. Hein, on avait un collègue qui était conciliateur de justice et qui était élu adjoint au maire dans la commune de Metz-Service. Il ne peut pas être conciliateur de justice et élu dans le même département. Donc il voulait vraiment continuer sa mission de conciliateur. Donc il a demandé sa mutation et il est conciliateur de justice à Briey. C'est M. Plousnikov, pour certains peut-être le connaissent. Donc quand on pose un dossier, on est reçu par le juge, on est reçu par un officier police judiciaire pour voir si votre casier judiciaire est vierge. Et ensuite, entre le moment où on dépose le dossier ou on prête serment, on a un accompagnement. C'est-à-dire qu'on va voir un collègue plus expérimenté, on l'accompagne pour voir un peu quelle est la mission, si ça correspond bien à ce qu'on attend. Bien sûr, après, il y a une formation. On est formé par l'école de magistrature de Paris. On a des formations sur Nancy, sur Metz. Et on a des formations également locales sur les outils qu'on peut utiliser au niveau de la conciliation. Donc, comment on nous saisit? Soit directement, hein, donc c'est de plus en plus facile maintenant pour nous saisir, par téléphone, sur notre adresse mail. Donc, si vous voulez avoir la vue complète, je ne vais pas faire le lien, parce que s'il fonctionne, je pense, mais je vais pas essayer de gagner un peu de temps. Donc, sur le site de CDAD 57, hein, qui est géré par Madame Virginie Thomas, vous allez sur le site, vous voyez conciliateur de justice et vous avez tous les conciliateurs, les 34 conciliateurs de justice de Moselle, avec leur adresse professionnelle, leur adresse de mail. Et donc, tout justiciable peut saisir un conciliateur de justice direct. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être également saisi par le juge. Bon, on peut également venir à la mairie pour prendre un renseignement. Donc, et puis ensuite, on a le relais, alors soit par le secrétaire de mairie, soit si on est à France Service Entrange, par la personne qui est à l'accueil. Donc à cet effet, je vous ai mis un document, là, une affiche, pour que vous puissiez mettre dans vos communes, pour ceux où il n'y a pas de conciliateur de justice, hein, de façon à ce que les gens ils voient directement ce que c'est en quelques mots, et puis ils ont les adresses. On peut également, on a un site qui est conciliateur de France, et il suffit de se géolocaliser, et vous avez chaque justiciable à l'endroit, la permanence qui est la plus proche de son domicile. Donc ça c'est très facile. Donc là je vais faire passer des flyers, vous pourrez en mettre dans vos... je passe un petit peu derrière dans les présentoirs des mairies, de façon à ce que les gens aient un résumé le plus clair possible de ce que c'est que la conciliation. Donc comment on procède? Je vais aller assez vite. Donc, en principe, on reçoit une partie qui vient, c'est le demandeur, on écoute son point de vue, ensuite on reçoit la deuxième partie, et ensuite on les met ensemble pour essayer de trouver un accord. On a de plus en plus d'avocats qui viennent maintenant en conciliation, accompagner, assister, puisqu'il y a la protection juridique. Donc la présence d'avocats
ne pose pas trop de problèmes, simplement il faut que les avocats comprennent qu'ils ne sont pas là pour représenter, ils ne viennent pas. Alors quand il y a un avocat qui vient, je commence par lui faire enlever sa robe, et ensuite lui expliquer qu'il est là pour assister et pas pour remplacer son client. Bon, en général, ça se passe bien avec les nouveaux. Donc on a la possibilité, j'ai dit un peu vite, donc, de faire un accord. Si on trouve un accord, on peut le mettre par écrit. Et si l'accord est mis par écrit, il fait l'objet d'un document qui peut être homologué par le juge. Donc, ce qui veut dire, quelqu'un vient en conciliation, on trouve un accord, par exemple, on a un loyer qui n'a pas été payé, on va échelonner le loyer sur un an, la personne signe, et puis au bout de 2 mois, il ne paye plus, il n'y a pas besoin de passer devant le tribunal, il y a une force exécutoire, le constat d'accord homologué par le juge a une force aussi importante que s'il était passé en audience. Donc on peut tout de suite avoir un huissier de justice qui va faire appliquer le constat d'accord qui a été signé. Donc deuxième cas de figure, on ne trouve pas d'accord. Dans ce cas-là, le conciliateur de justice va délivrer un constat d'échec de la conciliation. Vous savez que depuis, je crois que c'est depuis le mois de janvier 2020, la conciliation, la tentative de conciliation est obligatoire pour toutes les affaires de moins de 5 000 €. Donc si quelqu'un a une affaire de 3 000 €, il va se présenter au greffe en disant « je voudrais aller en audience », on lui dit non, faites d'abord une tentative de conciliation. Donc s'il a fait cette tentative qui est un échec, le conciliateur va délivrer un document qui est un constat d'échec. Et là, il pourra assigner donc, son adversaire au tribunal en audience, soit en prenant un avocat ou un huissier de justice, mais il peut avoir une assignation. Si la personne est convoquée, est invitée à concilier et qu'elle ne vient pas, alors le conciliateur de justice va délivrer un constat de carence, ce qui revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'il y a un document qui prouve qu'il a fait une tentative de conciliation, elle n'a pas réussi, donc il va pouvoir aller au tribunal. Le médiateur à peu près la même fonction, il n'a pas tout à fait les mêmes formations. On n'est pas vraiment concurrent. Le conciliateur, lui, il a souvent des affaires qui sont de moins de 7 500 €. Pas toujours, mais bon, c'est le cas le plus courant, alors qu'un médiateur, lui, va avoir des plus grosses affaires. À la différence près, c'est que c'est les deux parties qui se mettent d'accord sur le médiateur et qui vont le rémunérer. Donc à partir du moment où les deux ont choisi un médiateur qui le rémunère, il y a des chances que ça réussisse. Mais bon, ce n'est pas gratuit pour le justiciable. Donc, maintenant, je vous parle un petit peu de l'association. Donc, je suis président de cette association depuis 2 ans. On a 35 conciliateurs en Moselle, il y en a 34 qui font partie de l'association, donc ça représente la quasi-totalité. Donc, on est une association loi 1908. On a bien sûr un SIRET, on est répertorié auprès du tribunal de Thionville. On a des membres actifs, c'est les conciliateurs qui sont en poste, et puis les membres honoraires. Donc les honoraires, ce sont des anciens conciliateurs qui continuent à faire partie de l'association. D'après la chancellerie, dans les objectifs qui étaient fixés par le ministre de la Justice, c'était un conciliateur de justice pour 20 000 habitants. En Moselle, on va dire à peu près 1 million d'habitants. Donc il en faudrait une cinquantaine, on a actuellement 34-35. Donc il nous faut recruter pour essayer de diminuer les délais d'attente. Mais bon, ça reste raisonnable pour le moment. C'est beaucoup moins long que d'attendre une audience au tribunal. On a recruté récemment 2 conciliateurs. Il y en a un qui est sur maintenant Cercle-les-Bains et un autre qui est sur Fontois. Donc 2 nouveaux collègues qui ont démarré au mois de novembre. Donc notre association des conciliateurs de la Cour d'appel de Metz, il faut savoir que des cours d'appel, il y en a 32 en France, que dans chaque cour d'appel, il y a une association comparable à la nôtre, et on est tous fédérés par une fédération qui s'appelle la FACA, et qui est Conciliateur de France, qui est un site que vous pouvez consulter, sur lequel vous trouverez un petit peu de tout sur la conciliation de justice. Donc il y a un comité de direction avec un président, un peu comme
toutes les associations, secrétaires, trésoriers. Vous avez cet organigramme que je vais faire. Ah, j'étais passé un peu vite là. Donc là. Bon, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu sur votre secteur, ce que ça donne en termes de chiffres. Donc, sur l'année 2021, avec le Covid, sur le secteur de la communauté de communes, nous avons reçu 356 personnes. Donc, ça veut dire qu'on a, enfin, les visites, c'est des fois 2, des fois 3 personnes, 356 personnes. Donc, on a traité 32 affaires. Pardon, on a eu 75 affaires qui ont été terminées et avec un taux de réussite de l'ordre de 80% quand les deux parties sont là. C'est un peu plus faible si on compte les carences, c'est-à-dire que quand une partie ne vient pas, le conciliateur ne peut rien faire. Donc les statistiques qui sont données par les plaquettes quand il y a l'audience de rentrée du tribunal prennent en compte les carences. Mais bon, ce que vous pouvez retenir, c'est que on a à peu près 80% de chances de réussir la conciliation quand les deux viennent. Ça veut dire qu'ils sont bien, ils ont déjà fait une démarche volontaire. Donc là, je vous ai mis les permanences, également des conciliateurs dans le diaporama, M. Châtel et moi-même sur Volmeran-les-Mines, sur Étanges-Grande, sur Entrange et sur Capnal. Donc, juste un petit point sur Entrange. Sur Entrange, on a un peu de peine à démarrer. Actuellement, on a eu que, je donne les chiffres, c'est une cinquantaine de personnes reçues. Donc c'est là que j'insiste un petit peu pour que vous soyez les relais. Quand quelqu'un vient dans votre commune pour un litige, donc le réflexe, c'est lui dire qu'il y a des permanences, mais qu'il peut aller aussi à Entrange. Je dois souligner qu'à Entrange, il y a des locaux que vous connaissez, parce que vous avez dû faire déjà des réunions là-bas, qui sont tout à fait adaptés à la conciliation, avec un bureau pour recevoir les audiences et des salles de réunion pour faire les conciliations. On a un personnel qui est très accueillant et qui a toutes les conditions sanitaires et matérielles pour réussir, mais on est en sous-capacité par rapport à ce qu'on pourrait faire. Actuellement, moi je fais une conciliation les jeudis après-midi tous les 15 jours. C'est pas toujours plein, donc alors par contre sur Capnum, parfois j'ai beaucoup de monde, donc il n'y a encore pas les habitudes de venir à Entrange. Alors bon, la signalétique s'est améliorée, je passe un petit message, merci pour avoir mis des pancartes. Par contre sur le bâtiment, c'est pas assez visible. On passe devant le bâtiment, il s'arrête, il me téléphone, il me dit mais c'est où? Je dis vous êtes passé devant. Donc si vous avez un petit message pour la signalétique. Voilà pour la conciliation. Donc peut-être que dans les mairies, on pourrait mettre des flyers pour indiquer aux gens qu'ils peuvent être reçus. Alors s'il y a des urgences, comme on a avec M. Châtel, on communique beaucoup, donc on peut les recevoir presque tous les jours de la semaine. Moi, le mardi, je suis à Cattenom, le mercredi, je suis au tribunal à Thionville, le jeudi à Terville, le vendredi, le jeudi, je suis une fois à Terville, une fois à Entrange, et puis le vendredi, il y a encore M. Châtel qui fait des audiences, je ne sais plus si c'est à Volmerange ou à Entrange. Voilà pour la conciliation de justice. Je vous remercie pour votre attention, et puis je peux répondre éventuellement à vos questions si vous le souhaitez. Alors si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas. Juste une précision, c'est nos champs communs d'intervention. Souvent, les gens viennent pour des nuisances sonores, etc. Je les renvoie aussi parfois chez le maire, puisque comme vous connaissez votre rôle, surtout quand on a par exemple des nuisances sonores qui viennent par exemple d'une salle des fêtes, etc. Donc on travaille, je veux dire, en concert sur ces problèmes-là, aussi sur tout ce qui est les terrains qui ne sont pas entretenus, etc. Donc on a pas mal de terrains
de dossiers communs entre le conciliateur et le maire, et je me permets parfois de vous appeler au téléphone pour essayer de clarifier un petit peu un cas ou un dossier. Voilà. Monsieur Lehal, moi j'ai bien entendu que vous n'intervenez pas dans les conflits avec les administrations, mais est-ce que vous intervenez si vous êtes saisi par une administration? Je m'explique. Une commune a des locataires, alors j'ai bien entendu que ça devait être aussi inférieur à 5 000 €, mais des factures d'eau qui ne sont pas payées, un loyer qui n'est pas payé, est-ce que vous intervenez pour la commune? Quand c'est, par exemple, la commune, la plupart du temps, qui s'occupe, ou c'est Veolia ou la commune, pour des conflits comme ça, oui. Hein, mais si un administré va contester une décision de la commune, on n'interviendra pas. D'accord. Mais dans l'autre sens, c'est possible, si la commune vous sollicite. C'est possible dans certains cas. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Écoutez, merci beaucoup de cette intervention. Je pense que c'est plus clair pour chacune et chacun d'entre nous. Et cette intervention va nous permettre aussi d'avoir un peu plus le réflexe de vous mettre en contact avec nos administrés. Merci de cet accueil. Merci à vous. Bonne continuation dans vos travaux. Merci à tous. Merci. Donc, si vous voulez bien, nous allons démarrer l'ordre du jour. Maintenant que ce conseil est installé, le point 1 concerne l'approbation des comptes rendus des séances des conseils du 23 novembre et du 14 décembre. Y a-t-il des questions sur ces rapports? Pas de questions, je vous remercie. Le point 2 concerne des décisions que j'ai prises dans le cadre des délégations en date du 26 octobre, sur la période qui va du 26 octobre au 21 décembre. Est-ce que dans le cadre de ces décisions, vous avez des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 3 concerne des décisions que le bureau communautaire, en date du 16 novembre, a prises. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 4 concerne les commissions communautaires, avec différentes modifications et intégrations. Je vais vous épargner de relire l'ensemble des modifications. Normalement, nous avons pris en compte l'ensemble des demandes. Je rappelle juste que la commission des finances est réservée au maire et la commission des travaux aux adjoints. Ça répond à une question qui m'a été fait suivre cet après-midi. Mais Marie-Josée, on pourra essayer de trouver ou d'associer cette personne à travers une autre filière, peut-être, si besoin en était. Voilà, sur ces modifications de commission, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On peut passer au point suivant. Le point suivant concerne le règlement intérieur du conseil communautaire. Donc, bien entendu, on intègre les deux nouvelles communes, on modifie les commissions, on fixe le nombre de conseillers municipaux par commission, on fixe le nombre maximal par commission et plus de nombre maximum de délégués communautaires par commission. C'est-à-dire qu'au niveau des délégués communautaires, voilà, il n'y a pas de nombre. Si on a deux de la même commune qui veulent y aller, ils peuvent y aller.
Est-ce que par rapport à cette modification du point du règlement, vous avez des questions? Pas de questions? Eh bien, je vous remercie. Je considère que ce point est donc voté à l'unanimité. Le point numéro 6 concerne un débat relatif aux garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. Pourquoi? Parce qu'au 1er janvier 2026, il doit y avoir la participation de l'employeur qui doit correspondre à 50% de la mutuelle de l'agent. Soyez attentifs parce que je pense que cette mesure est également valable dans vos communes. Voilà, donc ça, il faut être vigilant. De la même manière, au 1er janvier 2025, la participation employeur doit être égale à 20% de la prévoyance. Aujourd'hui, sur les 210 salariés de la CCCE, 34 agents ont une participation prévoyance qui est inférieure. Donc il va falloir régler le problème de ces 34 agents et se mettre en adéquation d'arriver au montant de 20% fixé par la loi. Est-ce que sur ce point, vous avez des questions, des choses à aborder? Pas de questions. Donc, je prends acte que ce débat, en tous les cas, a eu lieu. Bernard, je te passe la parole. Merci Michel. Donc je présente le point numéro 7 qui concerne le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant le CIDELON. Donc le CIDELON, c'est le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Lorraine Nord, donc, qui s'appelle par son acronyme CIDELON. Donc simplement je vous renvoie à la page 155 de votre rapport qui vous permet de comprendre en tout cas le mécanisme de traitement des déchets. Donc si vous êtes dans la figure 1, page 155, je vais le cherche en même temps. Donc vous voyez que sur ce schéma, vous avez une compétence de collecte donc qui est assurée par 4 EPCI membres. Donc vous avez 2 communautés d'agglomération, donc Port-de-France, Thionville et Val-de-Fensch, 2 communautés de communes, donc la commune de Cattenom et la communauté du Bouzon-Villois, 3 frontières, donc qui collectent ces ordures ménagères et ensuite cette collecte et en fait rentre dans la compétence transport et traitement qui est déléguée au CIDELON avec le petit schéma qui explique, je dirais, ce transfert qui se fait donc à Manom avec les différentes installations qui sont faites à la fois sur les ordures ménagères, à la fois sur les collectes des bornes, notamment tout ce qui est vert. Donc pour dire que finalement cette compétence est donc menée par des conseillers communautaires avec donc 7 titulaires sur la communauté d'agglomération de Val-de-Fensch, 8 pour la communauté de Port-de-France-Thionville, 3 pour la commune de Cattenom et 2 pour la communauté de Bouzon-Villois, 3 frontières, avec un même nombre de suppléants, donc 20 titulaires et 20 suppléants. Ce CIDELON est présidé par Michel Paquet, donc il pourra éventuellement répondre à vos questions. Par rapport à, je dirais, à cet exercice qui a été fait par la Chambre régionale des comptes, je vous renvoie à la page de synthèse faite par la Chambre régionale des comptes pour dire que cette Chambre régionale a réalisé des comptes de gestion
des comptes et de gestion du syndicat mixte de Lorraine de la période, en tout cas 2015 à 2019. Donc le Cylon a été créé par arrêté préfectoral le 23 décembre 2010 et donc il intervient sur l'ensemble des communautés de communes que je vous ai citées tout à l'heure, à la fois Port-de-France, enfin tout ce qui est communauté d'agglomération et communauté de communes. Donc le Cylon est doté des organes de gouvernance inhérents à son statut public, avec un comité syndical, un bureau, un président, des vice-présidents, et sur le plan opérationnel, il y a une petite équipe administrative de 5 personnes, et le syndicat externalise en réalité l'intégrité du transport et du traitement des déchets collectés. Il joue ainsi le rôle de simple intermédiaire entre les établissements publics de coopération intercommunale, collecteurs et les entreprises titulaires des marchés publics qui passent et dont il assure l'exécution. Le Cylon a d'ailleurs par ailleurs élaboré en lieu et place des EPCI collecteurs le programme de prévention des déchets ménagers et assimilés, qu'on appelle le jargon PLMDMA, sans y être habilité par ses statuts. Donc ce programme souffre d'un manque d'objectifs clairs et opérationnels en matière de réduction des déchets et il n'a pas donné lieu à consultation du public. La gouvernance s'est dotée d'un plan stratégique d'orientation d'action indiquant les priorités du syndicat au regard des différents modes de traitement des déchets, préparation au but de la réutilisation, recyclage, valorisation, élimination et enfouissement. En fait, le syndicat laisse le soin aux entreprises soumissionnaires de fixer elles-mêmes une hiérarchisation des modes de traitement. En 2019, l'enfouissement représentait donc 52%, donc 60 000 tonnes de l'ensemble des flux de traitement des déchets issus du territoire, donc 116 314 tonnes, alors que la valorisation énergétique ne représente encore que 4%, donc soit 5 000 tonnes. Sur la période contractuelle 2016-2019, le coût annuel global du traitement des déchets a augmenté de 9 millions d'euros à 10 millions d'euros hors taxes, soit une hausse de 17%, malgré la stabilité des flux de déchets autour de 117 000 tonnes annuelles. Et la hausse s'explique principalement par les formules de révision des prix au contrat de commande publique, donc clients captifs à l'égard du nombre limité prestataire. Le syndicat a finalement introduit un plafonnement des révisions de prix à 2% pour la prochaine période contractuelle 2020-2024. Une réflexion stratégique sur les alternatives et l'externalisation s'avère nécessaire. Donc, le syndicat ne tient pas de mobilisation significative à financer ou à renouveler, ni de dette à rembourser. Ces principaux indicateurs financiers apparaissent à la mesure du rôle simple, groupement de commandes, que ces EPCI membres ont voulu lui confier. Ainsi, la contractualisation des EPCI représente 96% des recettes du syndicat, tandis que les contrats de prestation de transport des déchets représentent 96% de ses dépenses annuelles. Le syndicat a commandé ces dernières années des études de faisabilité pour la réalisation de 3 équipements totalisant 31 millions d'euros, donc un centre de tri pour 27 millions d'euros, un centre de transfert pour 2,3 millions d'euros et une recyclerie pour 1,6 million d'euros. Et la prise en charge de tel effort d'investissement et les conséquences financières qui en découlent supposent de revoir la structure financière et l'organisation administrative du syndicat. Et la Chambre a relevé un certain nombre de manquements aux règles budgétaires et comptables. Elle a formulé donc 6 rappels du droit et 3 recommandations que vous avez à la page 542 du rapport. Et donc, je n'ai pas noté la page 6, la page. Enfin bref, vous avez ces rappels de droit qui sont de respecter la compétence des EPCI en matière d'élaboration, de publier sur le profil d'acheteur du syndicat les données essentielles des marchés publics, de comptabiliser les restes à réaliser conformément aux dispositions de l'article M14, de procéder à l'enregistrement dans les comptes du CIDELON, de constituer les provisions dès l'ouverture de contentieux et de respecter les règles et dispositions de l'instruction comptable M14 en matière de rattachement des charges et des produits d'exercice. 3 recommandations: faire adopter par le comité syndical un plan stratégique d'orientation d'action qui spécifie les priorités ici du syndicat au regard des différents modes de traitement des déchets, et fixer dans le cadre des contrats de la commande publique des cibles chiffrées de mode de traitement et cohérence avec le plan d'orientation d'action à adopter. Et 3e recommandation, mettre en place un dispositif de contrôle visant à fiabiliser les quantités facturées par les titulaires de marché public au regard des quantités réellement collectées par les EPCI, donc vérification contradictoire de la pesée. Donc là, les principales remarques de la Chambre régionale des comptes sur cet exercice qu'ils ont réalisé.
Oui, enfin bon, je vais pas rebondir dessus. Il y a des choses qu'on avait revues ici parce que se posait la question du plan, de l'écriture du plan, Sidélan, communauté de communes ou communauté d'agglos demain. Donc ça, c'est une réflexion qu'il doit y avoir. Et ensuite, la Cour des comptes, dans la globalité, faisait la remarque qui avait été déjà faite par le passé, c'est qu'aujourd'hui, le Sidélan, soit il doit évoluer et réaliser des choses, soit le Sidélan, si c'est juste un groupement de commandes, il n'a pas lieu d'exister. Voilà, donc c'est la discussion qui est en cours. C'est la réflexion sur les différents travaux, centres de tri, centres de transfert de manam et recyclerie. Vous connaissez aujourd'hui les questions politiques qui ont eu lieu au sein du Sidélan, c'est-à-dire tout a été remis un peu en attente, demandant au Sidélan de voir si au lieu de construire un centre de tri, il n'y avait pas une autre possibilité ailleurs. Voilà. Mais la Cour des comptes, effectivement, acte essentiellement que aujourd'hui, le Sidélan, en l'état, à la limite, n'a pas de raison de continuer à exister. C'est le constat que j'avais déjà dit en début de mandat au sein du Sidélan. Et donc maintenant, il va falloir agir vite. Soit il se passe quelque chose, et quand je dis il se passe quelque chose, c'est-à-dire que le Sidélan construise lui-même des outils, ou soit ces outils seront des outils existants construits par d'autres, et dans ce cas-là, le Sidélan n'aura pas de raison de continuer, mais chacun des EPCI aura qu'à contractualiser avec ceux qui auront les outils. Voilà les enjeux de la discussion actuelle au sein du CIDE. Donc, il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte de la communication du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes de la gestion du Sidélan concernant l'exercice de 2015 et suivant, de prendre acte de la tenue de débat au sein de l'Assemblée sur le contenu du rapport de la Chambre et d'autoriser le président ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, est-ce que vous avez plus de questions, je pense? Donc, c'est un dont acte. Le point du 8 concerne la mutualisation, c'est ce que j'ai évoqué avant. C'est bien dans l'intérêt demain des communes de créer cet outil qui va pouvoir nous permettre d'aller, je l'espère, négocier un certain nombre de prix à l'échelle du territoire. Et ensuite, suivant la thématique, suivant les objets ou les choses qui vont être à ce moment-là étudiées, ben, chacune des communes pourra décider j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, à toi. A priori, je vois que certains ont froid. Alors, je ne sais pas si, monsieur le maire de Cattenom, on peut un peu augmenter le chauffage. Je vois certaines de nos collègues. Il faut envoyer un SMS à Stéphane. Voilà. Donc, si jamais vous pouvez faire quelque chose pour elle, on va faire quelque chose. il y en a un certain nombre. Christine s'en occupe, on va démarrer. On va chaleur. Allez-y, vas-y Bernard. Alors, le point 9 concerne la fixation de la dotation de solidarité communautaire pour les communes, donc exercice 2022. Donc, la dotation de solidarité communautaire donc, a été calculée sur les dispositions prévues dans le pacte financier et fiscal 2021-2026 de la commune, qui avait adopté par le Conseil communautaire en date du 13 avril. Et cette DSC donc, tient compte des modifications apportées par l'article 256 de la loi des finances pour 2020. Donc, la DSC est donc codifiée dans les différents articles.
La DSC a dû totalement refondu, elle va tenir compte des nouvelles dispositions, et l'enveloppe a été fixée par référence au montant réparti en 2019, donc 1 182 830 €, et majorée d'un montant des fonds de concours attribués sur la période 2015-2019, d'un montant de 610 000 €. Donc le montant de la DSC a toujours été fixé librement par le Conseil communautaire, mais la définition des critères de répartition et leur poids sont plus fortement encadrés. Donc, je vous rappelle qu'il y avait deux critères principaux qui étaient prévus par la loi sur l'écart de revenus par habitant par rapport au revenu moyen d'une part, et d'autre part la suffisance relative du potentiel financier ou fiscal d'autre part. Et donc il va être pondéré de la part de chaque commune de la dotation population totale de PCI et représenter au moins 35% de la DSC répartie entre les communes. Donc la répartition entre ces deux critères légaux a été définie de la manière suivante. Critère potentiel financier, 80% du montant total des dotations et critères légaux, et critères revenus, 20% du montant total des dotations et critères légaux. En plus de ces critères obligatoires complémentaires, on peut retenir 4 critères complémentaires assis donc, notamment sur les données de la DGF 2021 qui ont été déterminées par la communauté de communes, donc une part fixe pour tenir compte des charges incompressibles, quelle que soit la population que doit financer chaque commune, donc c'est un montant identique pour toutes les communes. Un critère de richesse financière couplé à un critère d'effort fiscal adapté aux caractéristiques du territoire. La dotation répartie sur ces critères identiques dans ses modalités, le calcul, la celle de la DSC du pacte précédent, la population DGF et enfin le nombre d'enfants de 3 à 16 ans sur chaque commune avec les statistiques de l'INSEE. Ce pacte prévoit également un mécanisme plancher afin d'éviter des variations à la baisse importantes de dotation pour les communes. Et par ailleurs, donc au 1er janvier 2022, le périmètre communautaire s'est étendu avec l'intégration des communes de Cons-les-Bains et de Haute-Cons, on a souhaité la bienvenue ce soir, qui entrent dans le pacte fiscal et qui bénéficient désormais de l'attribution du DSC. Et donc pour rappel, le montant de la DSC de ces deux communes est fondé sur les potentiels financiers calculés par l'État sur la base de l'appartenance à leur EPCI en année N-1, soit la communauté de communes de Bouzonville et Trois-Frontières. À compter de 2023, le potentiel fiscal sera retenu celui de la communauté de communes. Et donc il se traduira par une hausse substantielle et une volatilité importante du montant d'une année sur l'autre. Donc on a rencontré les deux maires, on en a discuté, et donc pour éviter d'avoir un mécanisme pour éviter d'avoir un escalier, en fait on a procédé à un mécanisme de lissage, en accord avec eux, pour 2022 pour ces deux communes. Et ce dernier donc actionnera des parts fixes et permettra en outre de respecter la part de 35% de la DSC assise sur des critères légaux. Donc, considérant cet exposé après avis favorable du bureau communautaire en date 18 janvier, donc il est demandé au conseil communautaire d'arrêter l'enveloppe de la dotation de solidarité communautaire pour l'exercice 2022 à 2 048 099 et de répartir la dotation pour l'année 2022 pour un montant, même montant, entre les communes membres sur le tableau que vous avez en annexe, donc pour la somme que je vous ai indiquée, avec la répartition commune par commune. Est-ce que vous avez des questions? Bon, de toute manière, et ce point et les deux points qui suivent, c'est des points qu'on a vus en amont. Donc celui-là, c'était la DSC. Les points suivants concernent également les attributions de compensation. Donc Bernard va les présenter rapidement, mais c'est l'attribution de compensation 2021 et ça régule, et ensuite c'est l'attribution de compensation 2022 comme elle est prévue. Donc sur la DSC, avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard. Le point 10 concerne l'approbation des attributions de 2021, et donc ça c'est suite à la mise à jour de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc cette clette est présidée par le maire d'Entrange, qui est Michel Erga, et secondé par Bertrand Mathieu, vice-président de cette clette. Et donc on s'est réunis pour effectivement regarder les différentes choses. Alors, je vous passe l'ensemble des délibérations que l'on a prises. En tout cas, à l'occasion de tout transfert ou restitution de compétences, la quête doit obligatoirement être saisie. Et donc à cet effet, pour rappel,
la commission est chargée de procéder à l'évaluation des charges transférées. Elle détermine le calcul du montant des attributions de compensation et établit un titre rapport. Le conseil communautaire arrête ensuite le montant définitif pour chacune de ses communes membres en s'appuyant sur le rapport de la CLET. Donc la CLET s'est réunie le 31 mai afin d'évaluer les charges liées au transfert de compétences mobilité. Donc je vous rappelle qu'il y avait 6 communes qui étaient adhérentes au SMICU et d'autres ne l'étaient pas. Ce montant, ce transfert de charges a été évalué donc à 243 709,68 centimes sur 121 854 pour l'année 2021, qui correspondait à la période de juillet à décembre 2021. Et donc, on date du 20 septembre, dans le cadre de la restitution de la compétence, accueil et extrascolaire et mutualisation aux communes membres. La CLET a aussi fixé le montant de ce transfert de charges à 745 071 € pour une année pleine, soit 80 038,56 pour l'année 2021, correspondant à la période de septembre à décembre. Sur la base des procès-verbaux donc des 31 mai et du 20 septembre, votés à l'unanimité par la CLET et annexés à la présente délibération, celle-ci propose au Conseil communautaire d'acter le montant des attributions de compensation pour l'année 2021, conformément au tableau ci-dessous. Pour être applicable, une nouvelle attribution de compensation doit être adoptée par délibération concordante du Conseil communautaire, statuant à la majorité des 2 tiers, et chaque conseil municipal intéressé à la majorité simple, conformément aussi à l'article du Code général des impôts. N'oubliez pas aussi de prendre une délibération concordante dans chaque conseil municipal pour voter en tout cas les montants annuels qui sont attribués. Donc on a des attributions de compensation négatives avec un certain nombre de communes pour un total de 680 188,14 € et un nombre de contributions de compensation positive de montant de 242 427,35 € avec la répartition que vous avez sur le deuxième tableau. Donc le montant de cette attribution, je vous ai donné, et considérant c'est exposé, après avis favorable du bureau communautaire du 10 janvier, il vous est demandé donc d'acter le montant des attributions négatives et positives à appliquer aux communes membres pour l'année 2021, comme proposé par la CLET, et comme indiqué dans les tableaux, et d'autoriser le président, à son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 11 concerne l'attribution des attributions de compensation 2022, toujours par rapport à la mise à jour par la commission locale d'évaluation. Bon, c'est les mêmes délibérations et c'est aussi la CLET qui s'est réunie le 31 mai et le 20 septembre. Donc vous avez l'ensemble des tableaux qui vous sont donnés pour 2022 avec les attributions de compensation négatives pour l'ensemble des communes pour un montant de 304 466,78 € et l'attribution de compensation positive pour toutes les communes pour un montant de 408 983,60 €. Voilà, donc c'est pareil. Après avis favorable du bureau communautaire en date 18 janvier, il vous est demandé donc d'acter le montant des attributions négatives et positives aux communes membres donc à compter de 2022, comme proposé par la CLET et comme indiqué au tableau, et d'autoriser le président ou son représentant à effectuer toutes les démarches à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? On va faire 2 délits pour le prochain conseil. Il faut Oui, deux délibérations. Deux Une délibérations. pour entériner les 2021 et une pour entériner les 2022. N'oubliez pas de le faire. Christine, il faut que tu notes. Donc si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je te remercie, Bernard. Marie-Marthe. Comme ils sont dévoués, les autres, non? Donc, je vous présente un dossier de fonds de concours au titre de la transition énergétique concernant une rénovation d'éclairage public avec 145 points lumineux remplacés en LED. Et c'est pour la commune de Gavis qui, donc, au vu du dossier conforme,
peut bénéficier d'une subvention maximale de 24 000 €, puisque je vous rappelle que pour la transition énergétique, la somme maximale éligible, c'est 60 000 € avec un taux de 40%. Voilà, en notant simplement que 4 projecteurs n'ont pas été retenus, puisqu'il n'y avait pas d'amélioration des performances énergétiques. Et puis, la dernière condition, c'est que l'autofinancement communal soit supérieur ou égal à la subvention communautaire. C'est le cas, puisqu'elle est de l'autofinancement est de 26 442,82 €. Voilà, si vous avez des questions sur ce point, on est dans le fonds de concours énergétique prévu à CPP. Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Marie-Marthe. Alors, merci Michel de me laisser la parole pour vous faire un point d'étape sur le PCAET. Alors, le PCAET, c'est l'acronyme de Plan Climat, Air, Énergie Territoriale, qui donc été introduit par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et qui est obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Donc nous en sommes, ce plan d'abord c'est un document de planification stratégique qui donc a pour but d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d'énergie. Donc ça se décline en 4 étapes. La première étape, c'est l'étape diagnostic, ce qui a donc été effectué par la commission, dont je salue le travail. Deuxième étape, une étape de définition des axes stratégiques. Là aussi, c'est un point qui est acté avec 5 axes retenus. Et nous en sommes là. Et l'étape suivante, c'est établir un programme d'action qui doit être évalué, chiffré. Et quand ce plan vivra, il y aura un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. Alors, quand on pense au programme d'action, on se dit que forcément, on doit travailler en transversalité, puisque ces actions vont recouper les centres d'intérêt des autres commissions, évidemment. Donc, au nom de la commission, je vous propose de faire une séance de travail communautaire, mais pas que communautaire, au cours de laquelle le bureau d'études, qui est Othelio, présentera un rendu du diagnostic et des axes stratégiques pour que tout le monde soit au même point d'avancement. Puis, donc ça de façon assez brève, je dirais. Puis ensuite, nous travaillerions en atelier pour justement définir ce programme d'action et définir également, parce qu'il ne faut pas rêver, ce n'est pas en une séance qu'on va aboutir à un travail fignolé, pour déterminer quels partenaires pourraient nous aider à peaufiner ce programme d'action. Et on peut prendre pour exemple, quand on va parler de rénovation des habitations, par exemple, eh bien, les bailleurs sociaux ont, par exemple, des éléments à nous apporter. Donc, cette séance de travail nous permettrait à la fois d'avoir un premier jet, on va dire, des actions envisagées, mais également des pistes pour faire des ateliers thématiques avec des partenaires extérieurs. Et pour ce faire, je vous propose que, bien sûr, l'ensemble des élus communautaires sont invités à cette séance de travail, mais également dans vos communes, au moins, si possible, un élu par commune qui s'occupe plus particulièrement de l'environnement et du développement durable. Ce qui nous permettrait d'avoir un avis extérieur aux équipes communautaires et de remplacer, si je puis dire, les réunions publiques qui ne peuvent pas être tenues pour l'instant, à savoir quand même que pour la définition des axes, enfin pour l'avis sur les axes stratégiques, nous avions lancé une enquête et vous avez participé en diffusant auprès de vos populations ces axes et nous avons eu 14 contributions. Donc j'espère qu'en mobilisant les élus, les communautaires et les élus municipaux, on pourra avancer. On pourrait également solliciter le conseil de développement, avec la limite que je crois que vu la sociologie de ces populations, les rassemblements sont encore un peu à risque. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette séance de travail? Alors, on l'a prévoyé fin mars, mais je crois que le 22 mars, c'est pas possible. Voilà, il faut qu'on retrouve une date
ça serait dans cet ordre de délai. Si vous avez des questions par rapport à cette séance de travail, je pense que c'est vraiment important, si on veut que ce programme d'action reflète ce qu'on a envie de faire tous et que ce ne soit pas une coquille vide, il faut vraiment qu'on y travaille tous. À savoir en plus que ce n'est pas figé dans le temps, puisqu'il est prévu que le PCAET soit révisé tous les 6 ans. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'ai une deuxième information à vous passer. Dans le cadre du projet Permaculture, cette fois-ci, autre grand projet, il était prévu, avec le bureau d'études EcoLM, un volet formation de nos employés communaux dévolus aux espaces verts. Et donc cette formation est vraiment importante puisque, bien sûr, on voit la permaculture comme des espaces assez sympas et celui qui nous est proposé pour la citadelle de Rodemack l'est particulièrement, mais il faut aussi que ça se traduise dans la gestion, dans nos gestions communales de notre environnement. Donc ces formations ont pour but une gestion différenciée des espaces, une limitation des besoins en eau, l'utilisation plus importante de vivaces ou d'essences locales, et bien sûr de majorer encore, si c'est possible, leur intérêt pour la biodiversité. Alors cette formation devrait pouvoir se tenir à la fin du printemps, avant que nos employés municipaux soient sollicités pour les tontes et entretien des espaces verts. Donc on espère pouvoir le faire fin février, début mars. Donc si vous commencez déjà à y réfléchir dans vos communes pour pouvoir libérer quelqu'un pour ces formations. Voilà, pour ma part, c'est tout. Ok, merci Marie-Marthe pour ces deux informations. Donc, il y a Olivier. Une personne par commune. Non, il y a pas besoin. Michel. Il y a pas besoin. Il y a une autre question? Je pense que ça dépendra de la taille des communes. Je pense que ça sera peut-être à repréciser en fonction aussi de vos retours. C'est-à-dire si toutes les communes sont intéressées, donc voilà, on fera en sorte que tout le monde, au moins une personne par commune, mais peut-être plus. Ok, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Pas de questions? Donc, si vous voulez bien, et en l'absence de Benoît Steinmetz, je vais présenter les deux derniers rapports. Le premier concerne l'assainissement et la mise à jour des montants de redevances diagnostic assainissement. Après une discussion et un travail en commission de la politique de l'eau, de l'assainissement et de la GEMAPI, de nouveaux tarifs vous ont été proposés, comme vous avez pu le voir dans vos rapports. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point 14 concerne la modification du règlement d'assainissement. Ce règlement est modifié sur 3 points. Premier point, c'est le montant du contrôle de branchement d'assainissement collectif qui est fixé par logement. Le deuxième point concerne le périmètre et donc l'intégration des communes de Cons-les-Bains et Cons. Et enfin, le troisième point de modification dans le règlement, c'est la périodicité en ce qui concerne le contrôle de fonctionnement par le SPAN. Donc, pour une maison individuelle ou pour un immeuble inférieur à 4 appartements, le contrôle de périodicité est de 8 ans. Pour un immeuble ou une résidence supérieure à 4 appartements, le contrôle de périodicité est de 4 ans. Voilà les 3 points de modification dans le règlement d'assainissement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 3 modifications? Pas de questions. Est-ce que dans le cadre des discussions diverses et variées, vous avez des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Ben, écoutez, permettez-moi de vous souhaiter
ainsi qu'aux internautes et à M. Coréen du Républicain Lorrain, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire du bon travail. Merci à vous.